Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au sommaire, aujourd'hui, les conditions de travail déterminent-elles l'apparition de cancer? C'est en tout cas la thèse de Christine Barulle. Les travaux de la jeune chercheuse ont séduit la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. On en parle dans un instant. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on va voir que le traitement de l'image, c'est littéralement de la magie avec Image Magic. Même pas un jeu de mots là sur ce coup-là. Un logiciel libre en tout cas qui est littéralement partout, sans qu'on le sache vraiment. Tout à fait, c'est vraiment le couteau suisse de la manipulation d'images. On a des centaines de formats d'images existants, on en crée même des nouveaux. Donc on va voir dans cette chronique à quel point Image Magic a permis en fait de révolutionner la manière dont on traite ces images. Et on en parle avec toi en deuxième partie de cette émission. Les réseaux sociaux sont la principale source d'infos des 18-24 ans, mais la génération TikTok sait-elle démêler le vrai du fake? On va soulever le capot de l'info et faire la lumière sur le journalisme aujourd'hui, avec des rédacteurs en chef et reporters qui s'invitent dans les salles de classe, mais pas que. Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint au service politique de TF1 et LCI. Vous êtes également le vice-président de Lumière sur l'info. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et Lise Pressac, journaliste indépendante. Aucune antenne ne vous résiste. Europe 1, Le Move, Arte. Vous êtes aussi l'autrice et la créatrice du podcast Par derrière. Vous tendez le micro à des femmes, à des hommes dont les métiers sont peu ou mal connus. Et vous venez de rejoindre justement Lumière sur l'info. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Cet automne, 35 femmes ont été distinguées par le prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Aujourd'hui, on fait un focus sur l'une d'entre elles, Christine Barulle. Cette chercheuse pleine d'espoir étudie les éventuels liens de causalité entre les conditions de travail et l'apparition de cancer. Son portrait est signé tout de suite Xavier Terrade. Peux-tu te présenter déjà? Je m'appelle Christine Barulle et je suis chercheuse en épidémiologie, particulièrement en santé au travail, et je suis basée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Christine Barulle fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle a été récompensée pour son étude baptisée Exposition professionnelle et cancer, du rôle individuel des expositions vers l'effet cocktail et l'exposome professionnel. Alors mes intérêts de recherche concrètement, c'est de savoir si les conditions de travail vont provoquer plus tard l'apparition d'un cancer ou favoriser le développement du cancer. Cette chercheuse, qui évolue au sein de l'équipe d'épidémiologie en santé au travail et ergonomie sur le site Antilles en Guadeloupe, a d'abord fait un premier post-doctorat au Québec lors duquel elle a étudié le rôle du travail de nuit et de certaines expositions chimiques dans la survenue du cancer de la prostate. Sa thèse portait sur l'exposition professionnelle aux solvants et le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Les recherches essentielles d'une post-doctorante qu'on a parfois cherché à mettre de côté, notamment à cause de sa vie privée. Mais il n'était pas question pour elle de laisser tomber. Par rapport au moment où j'ai décidé de faire un enfant, ça n'a pas été très apprécié de certains collaborateurs. Mais en fait, j'ai tout contourné. Et puis j'aimais surtout ce que je faisais. Je suis passionnée par mon métier. Et donc... Une femme donc passionnée par son métier qui cultive l'espoir d'améliorer la santé en milieu professionnel. Désormais devenue une femme inspirante, Christine Barulle s'est construite avec des modèles qui prouvent qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Oui, alors j'en ai plusieurs. Actuellement, c'est Michelle Obama. Il y a quelque chose qu'elle dit que j'aime beaucoup. Elle dit l'échec, c'est d'abord un sentiment avant d'être une réalité. Et ça, pour moi, quand tu as compris ça, tu as tout gagné. Celle qui a pour le moment gagné le prix L'Oréal, avant, elle veut y croire d'autres victoires futures dans le domaine de la santé et persuadée que la confiance en soi est la clé du succès. Christine Barulle qui fait brûler, j'allais dire, pas du tout briller les Outre-mer, dis donc. Tout à fait, fierté de Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe, qu'on ait un peu de lumière un peu sur toutes ces initiatives, toutes ces personnes dans les territoires d'Outre-mer. Absolument, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir mettre tous ces talents en avant. Allez, on va mettre plein feu sur l'actu. Je vous disais, on va brûler quasiment à nouveau cette émission et ce plateau. Comment justement soulever le capot de l'info pour mieux la maîtriser, mieux la comprendre? On ouvre le talk, première partie. Et
aujourd'hui pour en parler à nos côtés Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint au service politique de TF1 et d'LCI, vice-président des dons de Lumière sur l'info. C'est chic. Hein. C'est très chic. Non, vraiment, je trouve ça très beau. Est-ce que je peux donner ce titre aussi de vice-présidente à Lise Pressac? Parce que je ne sais pas, il faut demander au vice-président. Bah, oui. Voilà. De toute façon, elle est très engagée, donc c'est ça qui compte. Absolument. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, que vous avez travaillé pour les plus grandes rédactions, Europe 1, Le Move, Arte notamment, avec la rédaction en chef de 28 minutes. Vous avez créé récemment le podcast Par derrière. Vous tendez le micro aux hommes et aux femmes dont on connaît peu ou mal les métiers. Ça veut dire que vous venez d'ailleurs de rejoindre Lumière sur l'info, cette initiative dont on va parler aujourd'hui. Ça veut dire, avec vous, messieurs et mesdames, on a un panorama complet de ce que peut être aujourd'hui un média en France. Quand on est journaliste, il n'y a pas forcément il n'y a plus finalement une voie royale, une rédaction à laquelle on va appartenir toute sa vie, déjà. C'est une des premières choses qu'on explique aux élèves qu'on va avoir, en fait, que ce soit des collégiens ou des lycéens. Souvent, ils ont beaucoup de questions sur notre métier. Alors déjà, ils pensent qu'on est en CDI à vie, qu'on est très, très, très bien payé. La question du salaire arrive toujours très, très vite dans les discussions. Et on leur explique que, voilà, on est beaucoup de pigistes à Lumière sur Info, en tout cas ceux avec les collègues avec lesquels je suis intervenue. On leur dit, voilà, il y a des jours où on propose un sujet pour TF1, un autre jour ça va être pour M6, et on n'est pas attaché forcément à une rédaction. Et puis on a la précarité de ce métier qui fait que on bouge, on évolue. C'est aussi souvent par choix qu'on le fait, cette liberté-là. Mais voilà, on n'a pas des voies toutes tracées et ça fait partie de notre métier justement d'aller courir sur plusieurs terrains. Alors on va le rappeler, Lumière sur l'info, c'est donc cette association qui va permettre à la fois aux collégiens, aux lycéens de pouvoir découvrir justement comment, d'une part, on fabrique l'information et puis ce qu'est être justement journaliste aujourd'hui. Damien, vous en êtes donc vice-président, c'est très beau encore une fois. Quand on est journaliste, pourquoi est-ce qu'on se dit qu'il faut dédier de son temps à faire de la pédagogie justement sur l'information ? En fait, je crois que quand on est journaliste, on est acteur au sein de la société, observateur aussi de ces mutations et on constate, comme tout à chacun, comme n'importe quel adulte, comme les parents, eh bien que l'information qui nous arrive de différentes façons, c'est pas si évident que ça à appréhender, et notamment quand on est jeune. Aujourd'hui, c'est vrai que grâce aux écrans, téléphone portable, tablette, ordinateur, qui s'invitent dans notre quotidien et de plus en plus tôt, et notamment en classe, on a accès à de multiples sources d'informations et c'est super, notamment via les réseaux sociaux qui donnent accès à des contenus autrefois bien plus difficiles à récupérer. Mais il faut savoir faire le tri, bien regarder une vidéo, cela s'apprend, bien lire un article sur un site internet, cela s'apprend aussi, de savoir la date de publication, d'aller chercher l'auteur, de regarder qui est derrière le site internet, qui nous donne une information qui va nous intéresser éventuellement, mais avant de la partager, notamment à ses copains, à sa famille, à ses proches, eh bien, il y a peut-être des questions. Il y a des questions à se poser et c'est ça qu'on vient en fait expliquer aux jeunes, aux adolescents dans les classes. Alors de la salle des 4 colonnes, si j'ose dire, aux écoles de l'Essonne, vous agissez réellement partout. Vous allez en classe, ça démarre quoi? Dès le collège, dès le lycée? Oui, depuis en fait la création de l'association en 2017, Lumière sur l'info s'est d'abord concentrée sur les établissements scolaires, collège et lycée, les adolescents en fait, parce qu'on estime que c'est là, à cet âge, que l'on commence à véritablement s'intéresser à l'actualité, alors sur des sujets qui préoccupent d'abord les jeunes, ça peut être l'actualité sportive, la Coupe du Monde de football par exemple, on a fait des ateliers avec Lise où le sujet du Qatar était très présent, à la fois en termes sportifs, est-ce que la France va réussir ou pas ce mondial, et puis des sujets aussi un peu plus lourds, les droits humains dans ce pays, avec faut-il ou pas boycotter cette manifestation sportive. Donc il y a eu énormément d'informations publiées sur cette thématique. Comment est-ce qu'on les reçoit? Comment est-ce qu'on les traite? Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de désinformation et c'est normal. Oui, comment est-ce que justement un sujet majeur, un angle dans l'actu peut en cacher d'autres? C'est ça aussi aujourd'hui, essayer d'expliquer ce remont de l'info finalement à ces collégiens, à ces lycéens, leur donner aussi des clés d'accès, de compréhension de la façon dont déjà on va, gros mot s'il en est, éditorialiser une information. Alors ce qui est rigolo, je rebondis sur ce que disait Damien, sur souvent quand on leur pose cette question, c'est une des premières choses qu'on fait. Alors déjà, est-ce que vous vous informez? Donc la plupart du temps, ils disent quand même oui. De quelle manière? Souvent, ils vont dire TikTok.
Je dis oui, mais alors vous confondez TikTok qui est le réseau et savoir, mais alors quel compte sur TikTok vous suivez? Ah, je sais pas, ça arrive, etc. Donc on essaie de leur expliquer justement cette différence entre le réseau social et qui parle dans ce réseau social. Et Marjorie, vous parliez d'éditorialiser. On leur pose aussi la question, est-ce que vous faites la différence par exemple entre un journal de droite, un journal de gauche avec des opinions? Pas du tout. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment pour eux, ils ne voient pas la différence entre valeurs actuelles et l'humanité. Je prends deux extrêmes, mais c'est pas quelque chose qui leur parle vraiment. Et d'ailleurs, quand on leur demande est-ce que vous regardez le JT, ils vont dire ouais, de temps en temps mes parents, mais sinon, voilà, les chaînes d'infos continuent et les réseaux sociaux de façon générale. Ça veut dire quoi, qu'il y a une nouvelle échelle de Richter des opinions? Oui, alors, mais c'est d'abord, effectivement, faire la différence entre une information, un fait qui est vérifiable, et une opinion, à mon avis. Et donc, on pose des questions aux jeunes, et on leur demande, est-ce que l'information que vous pouvez lire, ce sujet sur la Coupe du Monde de football, c'est un fait irréfutable parce qu'on va le vérifier, parce que le journaliste apporte des sources à recouper et à croiser ces sources, ou est-ce que c'est une opinion? C'est à mon avis, moi, journaliste, j'estime que l'Argentine ne méritait pas de gagner cette Coupe du Monde et n'est pas la meilleure. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est pas une opinion, c'est une information. Alors là, à l'unanimité de cette rédaction. Mais la différence entre les faits et les opinions, c'est majeur. Le sujet de l'éditorialisation de l'information, voilà. Et on insiste sur le fait qu'en France, on a de la chance d'avoir une pluralité de titres, à la fois dans la presse écrite, à la fois à la radio, à la télévision, sur les réseaux, et qu'il faut savoir s'en saisir, parce que c'est pas donné à tout le monde. Dans d'autres pays dans le monde, on n'a pas cette chance-là. J'allais vous interroger assez tôt dans cette émission sur le phénomène des fake news, bien évidemment, mais je me rends compte en réalité en vous écoutant que déjà avant même d'aller sur les fausses informations, la question de savoir comment est-ce qu'on fait une information? Qu'est-ce qui la constitue? Encore une fois, la différence entre le fait et l'opinion, la façon de l'éditorialiser. Ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et l'information, ça démarre par ça. Finalement, c'est quoi? C'est une mission de service public que vous remplissez, vous, avec Lumière sur l'info? Oui, quelque part, parce que c'est pas toujours évident. Pour nous, ça nous semble évident, mais quand je pose la question en classe de dire, OK, alors ce rideau jaune, est-ce que quand je dis qu'il est moche, c'est une information ou une opinion? Beaucoup disent, bah non, c'est un fait, il est moche. Enfin, personne ne peut penser autrement. Je dis, mais moi, peut-être que de mes goûts font que je trouve ce rideau très beau. Et on part de là, en fait. C'est très difficile de leur expliquer que, eh ben oui, parfois, il y a les faits vérifiés par des journalistes et d'autres, et il y a l'opinion de je pense que, il ne méritait pas de gagner la Coupe du Monde, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une mission, en quelque sorte, de service public, et les professeurs s'en engagent. L'éducation aux médias, ça a à peu près 40 ans. Cette année, on fête les 40 ans du Clémy, que vous connaissez bien ici. Absolument. Et les professeurs se saisissent de ce sujet. Alors, ils s'en saisissent, je pense, de façon plus importante ces derniers temps, avec l'usage des réseaux, avec la multiplication des écrans, j'en parlais, parce qu'ils voient bien, que de plus en plus tôt, peut-être, les élèves peuvent avoir accès à des contenus qui ne sont pas toujours très, très bons, très clairement. Donc, par exemple, Lumière sur l'info travaille principalement avec des collégiens et des lycéens, mais on va élargir notre offre pour toucher des élèves en CM2, parce que c'est une demande aussi des enseignants. Et les enseignants se retrouvent parfois un peu démunis. Ils ont des outils, des ressources qui sont mises à leur disposition par l'Éducation nationale. Ce n'est pas un programme officiel, mais c'est intégré au programme l'éducation. Il y a savoir bien s'informer, en clair, pour bien s'orienter dans la vie. Et nous, on vient apporter des offres, des contenus, une présence aussi et une rencontre, parce que finalement, il n'y a que ça de vrai. Oui, je rappelle aux enseignants et aux enseignantes qui pourraient nous regarder qu'en effet, ils ont accès à cette pédagogie sur l'éducation aux médias et l'information, notamment via le réseau Canopé, aussi grâce au Clémy. On rappelle que dans un mois, ce sera la semaine de la presse et des médias à l'école, 34e édition, s'il en est, évidemment. On vous réinvitera en plateau pour en parler, bien sûr. On va être très mobilisés pendant cette semaine-là. Oui, j'imagine. Vous ferez un petit écart pour nous quand vous viendrez en plateau. On passera. Ou en duplex, depuis un des ateliers, justement, de Lumière sur l'info. Vous agissez en classe, oui, mais pas que. L'idée, c'est bien d'aller aussi chercher les ados là où ils sont, sur les réseaux sociaux. TikTok en tête, en effet, on le disait tout à l'heure, principale source d'infos des 18-24 ans. Vous avez donc choisi d'occuper le terrain en ligne, notamment avec Mytho. Alors, c'est une chaîne YouTube, notamment. Vous y produisez cette émission avec Scotty et Maïssa, deux influenceurs férus d'infos qui passent littéralement
toutes les questions d'actu à la moulinette. Deepfake dans ta face, je chasse un reptilien. Est-ce qu'on est devenu plus bête? Tiens, on regarde. Tout de suite, on accueille un invité incroyable, Théo Denmat, le journaliste de Society. Il a coécrit une enquête qui s'intitule « Sommes-nous de plus en plus cons ?» Est-ce que sommes-nous plus cons? Bon, on va lui poser la question. Tout de suite, Théo, veux-tu nous rejoindre? Wouhou! Petit check de ouf. Ok, j'aime bien. En plus, il est cool, il est beau gosse, tout ça. Ouais, de ouf. Bon, Théo, parlons un peu de ton magazine Society. Ouais. Qu'est-ce que ce que... Écoute, Society, c'est un quinzomadaire de société qui parle de tout. Qui parle de sport, qui parle de conneries, qui parle de cinéma, de tout ce que tu veux. Waouh! Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? La question à 100 000. Exactement. Il y a plein de formes d'intelligence. Tu peux être intelligent socialement, tu peux être intelligent quand tu fais des maths. L'humour, c'est une forme d'intelligence aussi. C'est une question à laquelle même les neuroscientifiques n'arrivent pas à répondre. Alors moi, avec ma petite gueule, vous pensez que je vais y arriver? Donc voilà, c'est vraiment une émission YouTube à part entière. Il faut regarder la vidéo pour savoir si on est vraiment devenu moins plus con bête. ou pas. Ouais. Hashtag mytho, ça veut dire quoi? Qu'il faut aussi faire de ces enfants, de ces ados, des utilisateurs conscients de leur vie numérique? Oui, puisque de toute façon, elle existe, cette vie. Et souvent, alors autant ils ne regardent pas tellement les JT, autant ils s'informent quand même. Il y a un nom qui revient quasiment à tous les ateliers que je fais, c'est Hugo Décrypte. Ils sont ils suivent, et donc on leur explique, bah voilà, ok, c'est quelqu'un qui agit sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour autant, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, parce que c'est sérieux, il y a des équipes derrière. Enfin, il était tout seul au début, mais maintenant c'est devenu un vrai média à part entière. En fait. Avec Media One derrière, notamment en prod. Hein, donc c'est une source comme une autre désormais. Oui, très clairement, il faut être présent sur les réseaux parce que les jeunes vont s'informer sur ces réseaux. Donc on a décidé avec cette chaîne depuis maintenant 2 ans de créer du contenu positif, entre guillemets, vérifié, sourcé. Et Scotty et Maïssa, comme vous l'avez dit Marjorie, se saisissent de tous les sujets en fait dont on parle dans les cours de récré, dans les lycées, dans les collèges, sur la police, est-ce qu'elle est plus ou moins violente, sur les francs-maçons, le complot juif aussi. Ce sont des sujets qui sont abordés par les ados dans les établissements scolaires. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à fédérer une communauté autour d'eux, une communauté qui grandit. Alors, c'est difficile d'exister sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, mais c'est vrai que ça commence à prendre de l'ampleur et ça nous permet de toucher sans doute un public que l'on ne touche pas forcément dans les établissements scolaires, parce qu'on ne peut pas se démultiplier partout. Et l'avantage des réseaux, c'est que ça n'a pas de frontières. Vous avez du feedback? Oh, vas-y, excuse-moi. Juste, en plus, j'ai l'impression, pour avoir des enfants, avoir des stagiaires d'ailleurs, en plus, qui sont plus uniquement consommateurs de ces réseaux, mais aussi producteurs, puisqu'ils s'affichent et... certains veulent exister sur ces réseaux-là, donc c'est important en fait. Je vois sur les médias sociaux en gestion d'urgence, sur des catastrophes naturelles, justement, on veut justement maîtriser certaines informations, remonter et qu'ils évitent de se mettre en danger pour aller témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez aussi on va dire cet angle-là de gérer avec eux la partie qui remonte, parce qu'il n'y a pas que de la descente de la part des médias, mais aussi des choses qui viennent du terrain de leur part. Oui, on a d'ailleurs un projet qu'on est en train d'expérimenter avec un collège de l'Essonne, où avec 6 séances dédiées à l'éducation aux médias et à l'information, on va amener les jeunes à faire leurs propres vidéos pour déconstruire une fake news. Donc, ils vont utiliser l'outil vidéo, ils vont utiliser leur smartphone pour se filmer et remettre à l'endroit une information qu'ils auront vérifiée, certifiée au préalable après un atelier d'enquête et de documentation. Donc, en différents temps, on a jugé que 6 ou 7 séances, c'était le bon moment pour pouvoir produire un contenu et les aider justement aussi dans ces usages du numérique. Et je crois qu'il y a un projet aussi, on pourrait aller jusqu'à 12 séances pour pouvoir approfondir, encore une fois, continuer à mettre les mains dans le cambouis de l'info pour mieux la comprendre et la maîtriser. Oui, en fait, plus on passe du temps avec les adolescents, et mieux c'est, parce que c'est vrai que l'information, en plus, ça bouge, ça évolue, donc d'une séance à l'autre, ils ont pu en parler avec leurs parents. On essaye justement aussi d'associer les familles, parce que, si on vise principalement et prioritairement les adolescents, finalement, l'éducation aux médias, ça doit être tout au long de sa vie.
Et puis c'est vrai qu'on essaye, par exemple, de revenir d'une semaine sur l'autre. Le plus possible, nos ateliers, ils fonctionnent en 2 séances. C'est-à-dire qu'il y a une première séance de 2 heures où on leur présente à la fois notre métier, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'opinion, les faits, etc. Les fake news, qui est un atelier aussi qui les intéresse beaucoup. Et après, ils vont mettre eux aussi la main à la pâte, en quelque sorte. On va les responsabiliser, leur dire, bah voilà, par exemple, vous, si vous faisiez un journal aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Et aussi... expliquez-nous, trouvez une info, celle que vous voulez, ça peut très bien être Mbappé, ça peut être très bien du foot, de la culture, autre chose, et dites-nous comment vous avez trouvé cette info et comment est-ce que vous l'avez remontée. Et souvent ils se posent pas cette question, ils se disent j'ai vu ce compte Twitter et qui l'a dit, etc. Ok, mais allez chercher les différentes sources, remontez l'info, et quand vous voyez une info, allez chercher si vous la voyez ailleurs et pas que sur un seul site. Et donc ça passe par là. Et donc souvent d'une séance sur l'autre, ils ont cogité, ils ont d'autres questions et ils se sont eux-mêmes mis dans la peau d'un journaliste en quelque sorte. L'Albert Londres de demain est tiens, pourquoi pas sur TikTok. On continuera à en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Lise Pressac et Damien Fleureau, également aussi Gaël Musquet. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète web. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Random Amazon gadgets you need. This little device is actually a laser keyboard. When you turn it on, it projects a keyboard that actually works on any surface that you want. Once you connect it, you can type on it just like you would an ordinary keyboard. It connects to your phone, tablet, or any other Bluetooth device, and I love how small and portable it is for working on the go. Une baleine qui fera plaisir à Philippe Catherine. Vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Lise Pressac et de Damien Fleureau pour Lumière sur l'info. Mais tout de suite, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, aujourd'hui, on va faire un petit peu de magie. Pas de la magie noire avec toi, mais de la magie d'image. Image Magic, c'est le nom du logiciel libre dont tu vas nous parler. Il est littéralement partout, mais on ne le sait pas. Tout à fait, c'est un vrai couteau suisse de la manipulation d'images. Il est tellement simple qu'il dispose tellement de versions différentes dans tous les langages et tous les systèmes d'exploitation qu'on en oublie presque son existence. C'est vraiment un outil qui est devenu d'usage courant, et la conversion d'images, comme tu disais, devient magique. Très simple et difficile aujourd'hui de ne pas trouver à la fois des tutoriels, mais aussi des logiciels, d'autres logiciels qui ne se soient pas inspirés d'images magiques ou qui n'embarquent pas carrément directement du code source de ce logiciel. On a plus de 200 formats d'images supportés. Quand on imagine aujourd'hui que Google créer de nouveaux formats d'images, comme WebP par exemple. On imagine tout ce que ça demande comme travail aux développeurs. Et donc là, ils ont, grâce à ce projet-là, un vrai outil, une vraie interface minimaliste qui permet en ligne de commande depuis 36 ans de bons et loyaux services, c'est quand même pas mal pour un logiciel.
Donc c'était l'occasion, grâce à cette chronique, de peu rendre hommage, pas attendre qu'il meure, pour pouvoir non, rendre hommage. Je ne vais pas trahir un secret, mais disons qu'on a tous à peu près l'âge d'Imagimagick sur ce plateau. C'est ça, à peu près. C'est vrai que depuis 1987, c'est un logiciel qui est utilisé par toute la planète tech aujourd'hui pour manipuler les images. Et justement, il vient d'où, ce couteau suisse? Alors, il faut imaginer qu'en 87, j'avais 7 ans, moi. J'habitais Pointe-à-Pitre, comme Christine Baruel, qu'on a vu tout à l'heure. Je ne savais même pas encore que je deviendrais météorologue. L'ouragan Hugo a frappé la Guadeloupe en 89, ou même hacker. Et pourtant, aujourd'hui, j'utilise ce logiciel-là vraiment tous les jours, puisqu'il est présent dans mes scripts d'analyse de mes données météorologiques. C'est grâce à ce logiciel-là en fait, que j'arrive à coller des images et à avoir toutes mes courbes au même format. Et ce logiciel-là, il est né en 87 de John Christie, qui bossait à l'époque chez Dupont. Dupont de Nemours, les héritiers Dupont de Nemours. Le Lycra, tout ça. Voilà, c'est la même société qui produit des produits chimiques, du plastique, etc. C'est cette société-là. Des polymères. Exactement. Et à l'époque, il avait juste besoin de convertir une image format 24 bits, donc 16 millions de couleurs, en format 8 bits, 256 couleurs, parce que c'était le nombre maximum de couleurs que l'on pouvait afficher sur les écrans de l'époque. Et donc, en 1990, 3 ans après, c'est assez rapide et c'était assez novateur à l'époque, Dupont autorise le transfert de la propriété intellectuelle de ce logiciel-là dans Imagimagick Studio LLC, qui devient la société propriétaire de ce logiciel et qui, encore aujourd'hui, en assure le développement, le support et la maintenance sous une licence libre, propre à Imagimagick, mais qui est compatible avec la licence GPL, dont on a parlé déjà ici, qui est celle du noyau Linux et de beaucoup de logiciels libres. C'est très visionnaire, 33 ans en arrière, d'avoir cette stratégie d'ouverture. Et grâce à ça, de nombreux langages ont pu intégrer directement Imagimagick comme une bibliothèque, ce qui permet en fait au langage C d'avoir sa propre version, Magic Core, PHP Magic Wand, pour Python ça va être Python Magic, pour Ruby RMagick, JMagick pour Java, bref chaque langage aujourd'hui, tous les développeurs ont leur petit bout d'Imagimagick pour pouvoir développer des logiciels qui traitent des images. Bon, allez, je vais aller titiller le hacker qui sommeille même pas en toi. On me dit dans l'oreillette qu'Imagimagick aurait eu quelques petits soucis de sécurité et de vulnérabilité ces dernières semaines. Et oui, parce que les images, comme la vidéo, on a eu ces petits soucis aussi avec Vidéolan, on a besoin de puissance de calcul pour pouvoir traiter les images. Et effectivement, en 2016, on a eu quelques vulnérabilités qui permettraient d'exécuter du code arbitraire à distance. En gros, quand on uploadait une image qui était forgée d'une certaine manière, on était capable d'accéder aux fichiers qui sont sur le serveur et donc, par extension, pouvoir détourner le serveur, le pirater et en prendre le contrôle. Et effectivement, des chercheurs, y compris chez Cloudflare, ont montré à quel point si l'environnement de développement, comme Imagimagick est présent sur tous les langages de développement, si l'environnement de développement du développeur n'a pas été complètement isolé de l'environnement de production du serveur, on pouvait effectivement passer de ce logiciel d'édition à l'administration du serveur. Là, en 2022, il y a un autre type d'attaque. En fait, il suffisait d'avoir une image qui avait pour seul nom de fichier tiret du 6, et ça perturbait en fait, ça perturbe Imagimagick, qui perturbe le serveur, qui permet en fait d'aller accéder à n'importe quel fichier sur le serveur. Donc si on va par exemple sur le fichier /etc/password, on a accès. Toi tu le fais, moi pas forcément, mais je te laisse y aller. Au fichier de mot de passe, où on est aussi capable de faire ce logiciel et traiter des images ou des fichiers extrêmement volumineux, ce qui va créer ce qu'on appelle un déni de service. Le serveur va être tellement occupé à travailler avec Imagimagick pour cette image très volumineuse, qui va en oublier de traiter les autres tâches et du coup ne pas répondre par exemple aux requêtes web. Bref, comme tous ces outils simples, on a eu d'autres vulnérabilités sur d'autres petits logiciels comme ça qui semblaient d'usage courant et très simple d'usage. C'est important de les financer, de reconnaître en fait cette propriété intellectuelle, ce commun que l'humanité a su créer, certes dans des sociétés, mais ce sont des communs numériques que ces sociétés ont pu créer. Et ces communs, en fait, Imagimagick répond un peu à la logique KISS, keep it simple, stupid. On fait des choses très simples, mais on les fait très bien. Donc c'est très important en fait d'être fédéré autour de ces différentes
sociétés, ces différentes communautés de développeurs pour les soutenir, faire des audits de ces différents logiciels pour continuer à en profiter de la manière la plus sécurisée possible. Keep it simple, stupid. C'est pas une insulte. Au contraire, c'est un très bon mindset pour pouvoir justement se mettre dans la peau des hackers éthiques comme Gaël. C'est très intéressant ce que tu nous lis sur ImageMagick parce qu'encore une fois, ça veut dire que c'est un logiciel aussi qui va nous aider à reconnaître les images qui est littéralement partout. Aujourd'hui, c'est une de nos grandes problématiques en matière d'éducation aux médias et à l'information, notamment avec le phénomène des deepfakes, ces montages justement à la fois vidéo qui sont à peine détectables grâce au progrès notamment des intelligences artificielles génératives. Comment est-ce que des hackers comme toi peuvent aider les journalistes que sont Damien et Élise dans leur mission d'éducation aux médias? Mais ce qu'on a, grâce à ces logiciels-là, grâce à ces briques logicielles, une capacité de faire de la porosité entre le métier de journaliste, le métier de développeur, le métier de hacker. Il n'y a pas d'incompatibilité, au contraire. Et créer des outils d'analyse rapides qui permettent de détecter à quelle heure l'image a été produite, quand est-ce qu'elle a été modifiée, est-ce qu'on a, au moment de la fusion de l'image, une image à l'arrière-plan qui permettrait de détecter que ça a été tiré d'une source différente. Bref, plus on simplifie. Alors, c'est à double tranchant. Plus on simplifie, évidemment, ces outils-là, plus ils permettent de créer, malheureusement, de la fausse information. Et l'inverse, la puissance de ces outils permet aussi d'analyser, de comprendre comment l'image a été fabriquée. Et évidemment, derrière, d'avoir un travail éditorial, de documentation et de pédagogie. On parlait de soulever le capot de l'info, c'est aussi le cas pour la tech. Damien, j'imagine, c'est une question qui revient souvent dans les ateliers de Lumière sur l'info. Oui, c'est vrai. Alors, quand on parle de nos métiers, Lise en disait un mot tout à l'heure, c'est vrai que si il y a quelques temps, quelques années, on mettait en avant le métier de reporter de guerre, celui qui part loin, longtemps sur des terrains de conflit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de fact-checker, de data journaliste, qui utilise justement la tech pour enquêter sur une image, mais depuis un poste, je dirais, avec un ordinateur, un ou deux, puissant, eh bien, ces métiers-là, ils sont très valorisés. Et on souhaite justement, dans le cadre de l'association, eh bien, en parler. Il y a des journalistes, des services fact-checking de grandes rédactions, des journalistes indépendants qui font ces métiers, ces missions pour des rédactions dans le cadre d'enquêtes. Et on les met en avant. C'est vrai que nous, journalistes, on n'est pas toujours aussi bien outillés pour parler des derniers logiciels, des derniers outils qui viennent de sortir, parce que c'est en constant renouvellement, et c'est tant mieux. Mais en tous les cas, on cherche à donner, à éveiller l'esprit critique. Et face à une image qui peut nous paraître un peu trop impressionnante. Je me souviens encore une fois de la Coupe du Monde où on voit le joueur Kylian Mbappé entouré de 8 joueurs de l'équipe adverse. Il me dit waouh, c'est vrai qu'ils étaient costauds en face pour cerner. Et puis en fait, elle est trop grossière cette photo, presque trop choquante, trop impressionnante. Et là, on dit aux jeunes, posez-vous des bonnes questions et on va essayer de retravailler pour voir si cette photo, c'est pas un vulgaire montage. Et en fait, ça en était un. Il avait 3 joueurs quand même autour de lui, il s'en est sorti. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pas 8. Et souvent, quand il y a une actu très chaude, comme il y a eu récemment avec le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, les nouvelles vont très très vite sur Internet. Du coup, les fake news aussi. Et par exemple, il y a eu pas mal de photos qui ont été détournées, qui, en fait, si on fait une simple recherche, moi, j'ai pas vos compétences, mais ne serait-ce que la recherche inversée sur Google, on essaie de leur expliquer ça, de dire voilà, attention aux images. Et souvent, il y en a eu quelques-unes qui ont circulé, c'était des banques d'images qui dataient de 2019-2021, qui n'étaient pas ni en Turquie ni en Russie. Je pensais aux trop belles photos. Il y a eu ce secouriste grec qui était censé tenir dans ses mains un petit enfant turc. Je crois qu'il y a 6 doigts sur la photo, donc on peut habilement voir que c'est une fausse photo. Mais plus l'actu est chaude, plus les fake news vont vite. Donc souvent, on leur dit attention, dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a un attentat quelque part, méfiez-vous de la rapidité avec laquelle vous allez avoir des images qui vont arriver sur vos fils. Et puis souvent, elles sont antérieures aux faits. Et il y a aussi le fait que l'émotion finalement que suscite le breaking news, que suscite l'urgence et l'info qu'on va traiter nous aussi en situation d'urgence, va forcément aussi annihiler notre sens critique. Mais oui, c'est certain et c'est normal, c'est humain, je dirais. Quand on est choqué par une image, une vidéo violente parce que voilà, on voit un enfant dans des décombres, c'est normal que nos sens soient un peu perturbés. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le cadre de ces ateliers, c'est
prenez le temps, quelques instants seulement pour vous dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière. Et parfois, c'est simplement un montage grossier, voilà, simplement suscité pour faire le buzz. Parfois, il peut y avoir une intention un peu plus malveillante. Et on a vu, dans un passé pas si lointain, des opérations de propagande, de déstabilisation et au travers de photos pour susciter une émotion dans un pays, dans un territoire. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que la fake news devient dangereuse. Et on a tous une part de responsabilité en ne transmettant pas ce type d'image, en cassant en quelque sorte cette chaîne. Et voilà, c'est ça aussi le rôle de ces ateliers. Là, on militarise l'info finalement très rapidement, Gaël, et ensuite on passe sur la deuxième partie. J'ai en tête un documentaire, Irma 2.0, après Irma, à Saint-Martin. L'ouragan. L'ouragan Irma, tout à fait, où une journaliste justement a démonté en fait toutes les fake news qu'il y a eu après cet ouragan. Elle a été interrogée, tous les protagonistes en fait de la diffusion et de la production de ces fake news, en leur disant mais pourquoi et pourquoi vous avez transmis et pourquoi et en fait cette émotion-là justement c'est ça qu'on apprend à maîtriser dans les exercices et d'ailleurs les Nations Unies ont mis en deuxième priorité les mécanismes mentaux à l'œuvre dans les cas de catastrophe justement pour que les médias sociaux en gestion d'urgence soient utilisés y compris pendant l'exercice à bon escient par les différents scénaristes et différents journalistes et rédactions au moment de l'exercice lui-même, pour qu'en cas de vraie crise, on soit suffisamment outillé et armé pour pouvoir faire face. Et il y a urgence de faire la lumière sur l'info. On continue à le faire dans la deuxième partie de cette émission, avec beaucoup d'émotion. Vrai, Romo, les nouveaux mots MAUX de l'info. On en parle avec Lise, Damien et Gaël tout de suite. Et Lise Pressac, évidemment, Damien Fleureau et Yann Musquet sont toujours à mes côtés pour parler justement de la façon dont on peut reprendre le pouvoir sur l'info en la maîtrisant mieux, en l'expliquant, en soulevant le capot, encore une fois, du journalisme. Vreik et Romo, ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? Ouh là là. Oui. Et pourtant, ce sont les nouveaux mots MAUX et nouveaux mots MOTS de l'info. Les fake news d'abord. Vous connaissiez les fakes, vous avez adoré la bataille contre les fausses informations. Et bien désormais, il y a les vrais, c'est la contraction de vrai et de fake. C'est ce dont on se parlait il y a encore une seconde. Des informations qui sont désignées comme véridiques et présentées comme des fake news parce que ça arrange. Donc c'est la façon de encore une fois, weaponize en très mauvais français, militariser ces informations-là pour faire du révisionnisme en temps réel quelque part. Autre mot qu'il va falloir du coup mettre dans vos vocabulaires pour lumière sur l'info, ROMO, comme Relief of Missing Out. Vous connaissiez le FOMO, la peur justement de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux ou en ligne. Et désormais, le ROMO, c'est le nouvel acronyme pour célébrer le soulagement d'échapper à l'infobésité. Tous ces nouveaux tests, nouvelles terminologies qui arrivent justement dans l'apanage des contre-vérités, des fake news, ça nous dit quoi de la façon dont on est amené aujourd'hui à traiter l'info, messieurs, dames ? Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué, du coup. Comment est-ce qu'on peut être vrai et faux à la fois ? Nous, notre mission, c'est justement de démêler le vrai du faux. Encore une fois, expliquer aux élèves que non, c'est nous qui avons raison quand on leur dit que c'est ça qui est vrai et pas ce qui est faux, c'est très difficile, en fait, parce que qui a la vérité ? Enfin, moi, je me dis juste, oula, très compliqué. Oui, non, c'est vrai que c'est pas simple. Reprendre le contrôle, c'est un peu ça, l'idée des ateliers, et de dire, malgré tout, à ces jeunes qui s'ouvrent sur ces sujets d'information, et c'est tant mieux, il faut les encourager, eh bien, vous avez le contrôle sur la façon de vous informer. Certes, il y a de la désinformation, il y a de la mésinformation, de la malinformation, mais on peut vous accompagner. Et justement, voilà, ces ateliers, ces opérations d'éducation aux médias et à l'information, cet éveil de l'esprit critique le permet. Et ça va bien se passer. Moi, je suis optimiste. Il faut. Parce qu'il y a une mobilisation générale, on le sent depuis quelques années maintenant, une montée en puissance, une prise de conscience de nos responsables politiques qui sont eux-mêmes victimes de désinformation, notamment dans le cadre de campagnes électorales, et pas forcément la présidentielle aux États-Unis ou même en France, mais localement, un maire qui doit faire face à une opération de déstabilisation parce qu'une campagne un peu virale de fake news sur un projet
il en est victime directement. Donc, il y a une prise de conscience des acteurs, à la fois responsables politiques, des acteurs du secteur des médias, parce que si nous ne faisons pas ce travail d'éducation journaliste, si on n'aura plus de téléspectateurs, d'auditeurs, de lecteurs demain. Absolument, mais si on le regarde finalement d'une façon assez simple, le lectorat, l'audience de demain, elle se prépare aujourd'hui en montrant justement à ces enfants, à ces ados, comment, encore une fois, on fabrique l'info. On rappelle qu'une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. C'est donc un virus réellement de l'information auquel on est confronté. Ça fait plusieurs saisons déjà que les rédactions luttent justement contre ces fausses informations et ces théories du complot qui alimentent les menaces contre les démocraties et la haine en ligne. Vous le rappeliez encore une fois, Damien, c'est du très concret, en l'occurrence une fake news répandue. Est-ce que ça nous interroge aussi sur nos propres pratiques et formations quand on est journaliste tout court? C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des écoles de journalisme, il y en a plusieurs reconnues par la profession, notamment la commission de la carte d'identité professionnelle des journalistes, mais pas que, il y a aussi d'autres écoles qui existent ou d'autres formations en France et à l'étranger. Comment est-ce qu'aujourd'hui on devrait s'emparer, en école de journalisme, de cette pédagogie face à l'éducation aux médias et à l'information? On a un vrai défi, on ne l'a peut-être pas encore évoqué. Moi, je partage l'optimisme de Damien, je suis toujours optimiste, mais il y a quand même quelque chose qui revient souvent dans les ateliers, c'est la méfiance envers nous, journalistes, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a pignon sur rue, par exemple, sur BFM TV. Alors, je ne sais pas si ça vient des enfants ou ce qu'ils entendent à la maison par leurs parents, mais ils disent ça se voit que c'est faux. De toute façon, vous êtes là, mais ça se voit que c'est faux, etc. Donc déjà, on a, nous, une remise en cause de alors qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est faux, pourquoi? Et dans les écoles, je pense qu'il faut effectivement, nous, ça nous interroge aussi quand on fait les ateliers, quand on doit nous-mêmes expliquer ce qu'on fait nous, naturellement, de dire voilà comment on a été enquêté, chercher les sources. Et ils ne se rendent pas compte non plus. Par exemple, je me souviens d'un atelier avec un collègue de TF1, journaliste reporter d'image, qui explique que là, le plan que vous voyez, il m'a fallu tant de temps pour aller le faire, les coups de fil que j'ai dû passer. Et c'est vrai qu'il faut expliquer notre métier, toujours et encore, de comment est-ce qu'on fabrique l'information. C'est pas juste on a tendu un micro dans la rue, on est tombé sur la bonne personne et c'est super. Non, il a fallu travailler, etc. Et souvent, ils sont impressionnés du travail en amont en se disant ah oui, d'accord, un sujet d'1 minute 30 en fait en télé, c'est rapide. Et je pense que pour les écoles mais c'est une demi-journée, une journée de préparation pour un sujet de 1 minute 30. Mais c'est vrai que dans les écoles de journalisme, on nous apprend pas forcément à faire cette pédagogie de l'éducation aux médias, à expliquer notre métier et à comment est-ce qu'on le fait. Et finalement, on sort diplômé et on va chercher l'information, le scoop, et on veut faire du beau reportage. Et ça nous semble assez naturel, c'est normal. C'est vrai que je pense qu'il est important, dans le cadre de ces formations, de sensibiliser les étudiants qui préparent leur diplôme à cette notion d'éducation, de transmission. Parce que justement, on prépare finalement notre avenir. On accompagne de futurs lecteurs ou même de lecteurs tout court, parce qu'au collège, on s'informe, on peut être abonné à des magazines, on regarde bien entendu des vidéos, la télévision, même si on a un peu changé nos habitudes. Donc, mieux préparer les étudiants et les jeunes journalistes à l'éducation aux médias et à l'information, ça me paraît être prioritaire parce que, il faut le dire aussi, ça peut être aussi une source de revenus. Les ateliers que l'on propose aux établissements scolaires, eh bien, il y a une participation financière à la fois des collèges et des lycées qui sont souvent aidés financièrement pour faire venir les associations d'éducation médias. Et les associations d'éducation médias rémunèrent, indemnisent des frais, en quelque sorte, les journalistes autant que possible quand ils sont notamment pigistes, indépendants, et qu'ils n'arrivent pas forcément, parce que Lise en parlait, ce métier, il est précaire, et donc ils n'arrivent pas forcément à vivre à 100% de leur travail journalistique. Donc, à la fois une nécessité pour transmettre, et aussi, ça peut être un complément de revenus. Donc ça, je pense que ça peut faire partie des pistes d'évolution, de propositions dans le cadre des états généraux du droit à l'information, dans le cadre de la mission flash parlementaire sur l'éducation aux médias qui est en cours. Et c'est important de le préciser, encore une fois, tout le monde ne sort pas d'une école de journalisme, il y a des idéaux. Quand on entre en école de journalisme, on veut tous être reporter de guerre. À la sortie,
Il y en a à peu près 1%. Donc et encore, c'est vraiment un sondage à la volée de ma part. Il n'y a rien de scientifique dans ce chiffre-là, mais c'est vrai que c'est important, vous le disiez en effet, Lise, tout à l'heure, aussi de montrer l'ensemble, finalement, des métiers du journalisme. Il n'y a pas qu'un seul métier unique dans une rédaction. Il y a aussi le fait, et on est en période là, les lycéens le savent bien, de formulation des vœux sur Parcoursup. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 9 mars pour pouvoir le faire. Pour celles et ceux qui voudraient justement embrasser, soyons fous, la profession de journaliste, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Hors école ou en suivant une école ? Moi, École ou hors école ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon plus qu'une autre de devenir journaliste ? Je crois qu'on est tous passés par là par des stages. Moi, il se trouve que ma première rédaction, c'est Public Sénat. J'y suis entrée en stage pendant 6 mois. Ensuite, pour y rester, la condition, c'était en gros d'être en contrat d'alternance. Moi, j'avais pas envie de faire une école. Je venais commencer à travailler, donc je voulais travailler tout en étudiant. Je voulais pas faire du plein temps. Donc, j'ai trouvé une formation à l'ESJ à Montpellier où je faisais JRI, mon nouveau métier, et j'étais à la rédaction de Public Sénat pendant 2 ans. Ça m'a permis de mettre le pied dans la profession, ensuite d'être pigiste, etc. Puis après de continuer. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est en gros, si on a l'envie d'y arriver, ça va faire très bisounours et Miss France que je vais dire, mais en vrai, on peut y arriver. Moi, la seule chose que je dis à toutes les personnes qui me posent cette question, ou dans les ateliers, quand il y a cette velléité d'être journaliste, c'est si vous voulez faire 35 heures et avoir des horaires fixes et savoir ce que vous faites la semaine prochaine, ne faites pas ça, surtout. Mais si vous aimez le côté inconfortable, mais à la fois très passionnant et très motivant du fait d'être libre et de faire un petit peu tout ce qu'on peut faire dans cette carrière. Allez-y, foncez. C'est vrai que c'est un métier qui est précaire. On l'a dit et on le répète. Et c'est vrai que si certains journalistes très exposés, que l'on voit, des grandes signatures vivent très confortablement et très bien, derrière, il y a toute une chaîne, vous l'avez dit, pour fabriquer cette information avec des métiers, des fonctions moins visibles. Et à la télévision, il y a celui qui parle, je fais partie de ceux qui parlent à la télévision face caméra, mais il y a toute une équipe derrière, aussi en régie par exemple, sur le terrain également, des journalistes postés à la rédaction et des journalistes qui se déploient. Donc on parle de cette diversité dans nos ateliers et les journalistes qui viennent faire ces interventions sont issus de cette diversité, des journalistes reporters, des journalistes fact-checkers, des présentateurs, des journalistes de la presse écrite qui font des podcasts. C'est important à Lumière sur l'info qu'on offre cette diversité. Quand on arrive dans un établissement scolaire, on n'est pas l'association de TF1, on n'est pas l'association de BFM ou l'association de Public Sénat. On est une association de journalistes professionnels. Et ensuite, c'est vrai que la profession, elle s'ouvre. Ce métier, il s'ouvre. Dans ces recrutements, et les écoles font un vrai travail pour avoir des jeunes qui sont sans doute plus représentatifs de la société. C'était moins le cas auparavant. On a souvent dit que le métier de journaliste était un métier d'élite, réservé à certaines catégories plutôt favorisées dans des grandes villes issues de milieux très formés. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que le concours est différent et on va plus rechercher un profil, une expérience et moins quelqu'un qui a bachoté pendant 2-3 ans. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour la diversité avec laquelle on va traiter l'info. On est habitué dans cette émission à beaucoup parler des biais en matière d'algorithmie. Il y a aussi des biais parfois journalistiques en fonction de la formation, en fonction aussi du terreau social et sociétal dont on vient et le prisme avec lequel on va traiter une information. Il y a souvent ce débat dans les rédactions sur l'objectivité ou la subjectivité d'une info. Une info, elle est toujours subjective à partir du moment où on l'a choisie. Ce qui va rétablir sa neutralité, c'est la façon dont on va la traiter. Oui, c'est exactement ça. Et Damien a raison, c'est-à-dire que pour que ça s'ouvre, il y a aussi une diversité de médias qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'ai fait mon école de journalisme. Je ne vais pas compter, mais je crois que c'est à peu près il y a 20 ans. Pas du tout. Non, absolument. Mais du coup, c'est ça aussi qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a des organismes comme, là je pense à Street Press, je pense à Bondi Blog, je pense à plein d'autres médias comme cela. Ça n'existait pas à l'époque. On sortait et puis il n'y avait même pas toutes ces chaînes info. Donc toute la diversité qui est offerte aujourd'hui aussi permet la diversité aussi de recrutement et de profil pour que ce soit un peu représentatif davantage de notre société. Mais il y a encore du boulot. Allez, on termine avec vous, Damien. Oui, une info, c'est un collectif. Effectivement, on a tous eu une vision
vision sur un sujet parce qu'on le connaît bien, parce qu'on l'a pratiqué. Mais encore une fois, une vision, elle se partage au sein d'une rédaction, elle s'équilibre et c'est comme ça qu'on traite l'information. Vous êtes journaliste, vous voulez faire partie de l'équipe de Lumière sur l'info, et bien tout simplement le vice-président vous accueille. Vous n'avez qu'à lui envoyer un mail directement sur le site de l'association pour pouvoir témoigner, justement, revenir sur la fabrique de l'info avec ses adolescents et ses adolescentes. Le Lumière sur l'info qu'on retrouvera aussi hors les murs cet été? Oui, on va essayer de faire des ateliers sur des bases de loisirs, dans des centres aérés, et puis peut-être aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat, partout où sont les jeunes, il faut qu'il y ait potentiellement une offre d'éducation aux médias. Merci infiniment Damien Fleureau, merci Lise Pressac, on vous retrouve avec ce fabuleux podcast Par Derrière. Merci infiniment Gaël Musquet, nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.